Bonsoir à tout le monde. Alors, effectivement, comment commencer cette conférence? Parce que les thèmes, ça devrait être surtout visé sur l'actualité, sur le futur. Alors, le bouquin par lequel ça part, je vais faire vraiment un excursus très rapidos mais on va pas s'éterniser là-dessus parce que en fait l'intéressant c'est surtout l'actualité. Alors le livre que je fais, enfin, ça vient de quoi? Bon, d'abord, ça vient d'un pur et simple hasard, parce que, étant nos belles années de plomb étant périmées, enfin, pas périmées, étant d'épuisées, oui, hein, et on doit le rééditer. Donc, on m'avait demandé de remettre en ordre un petit peu les notes pour voir ce qu'on avait là-dessus, qu'on avait trouvé de nouveau, enfin, sur ce qui concernait la stratégie d'attention de laquelle je parle dans nos belles années de plomb. Et comme par hasard, j'ai découvert qu'en mettant ensemble toutes les choses qui, dans ces dernières 7, 8, 9 ans, sont ressorties, on avait pratiquement tout découvert ce qui était passé en Italie pendant les années de plomb, et qui, mettant tout ensemble, ça faisait à peu près 70-80 pages, si ce n'est pas plus, donc on a pensé de faire plutôt un autre ouvrage. Et disons que c'est quand même intéressant parce que même si ça reste très, très, très spécifique, ça reste très ancré dans une période particulière, parce qu'on parle d'il y a 40 ans ou 30 ans, c'est plus ou moins cette la période. Ça commence même plus tôt, ça commence dans les années 60, ça termine à la moitié des années 80, donc c'est quelque chose qu'on peut voir vraiment en noir et blanc, donc très vieux. Mais c'est intéressant parce qu'on découvre plusieurs choses. On découvre tout d'abord que depuis toujours les enquêteurs avaient les éléments, les preuves, et qu'ils sont toujours cherchés ailleurs. On découvre que tous les théorèmes qui ont été connus, c'était complètement faux. On découvre aussi des choses très intéressantes. Par exemple, quand il y a un massacre en particulier qui se fait il y a 40 ans dans une ville du nord-est italien, la préfecture de police a immédiatement tous les indices qui sont écrasants, et les bloqués immédiatement par le ministre de l'Intérieur, qui empêche qu'il y ait la poursuite des vrais coupables et qui demande de créer une autre piste. Alors les vrais coupables dans les spécifiques sont liés au Parti communiste italien, et la personne qui bloque la recherche, c'est le ministre de l'Intérieur, qui est le chef du Stay Behind en Italie. Donc c'est le chef de l'organisation qui, en théorie, était créée de façon anticommuniste pour empêcher les communistes d'aller au gouvernement. Donc c'est bien intéressant parce que les schémas reviennent un petit peu de partout, donc on découvre des choses très intéressantes. On trouve des services de l'Est liés aux services de l'Ouest, on trouve des alliances inimaginables, qui en fait ont tout à fait une logique interne qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous a toujours raconté. Par exemple, à l'époque de la guerre froide, les Américains utilisaient l'anticommunisme plutôt pour casser et pour réduire en esclavage ses propres petits alliés, et au même temps que la même chose faisaient les soviétiques de l'autre côté. Utiliser l'anti-américanisme surtout pour casser ses propres alliés. Ils sont presque jamais ils sont entrés en lutte de collision, c'était arrivé très très tard pour des raisons géopolitiques et d'autres, mais c'est vraiment très 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 tard. Et avant ils travaillaient main dans la main, et donc toutes sortes de structures mentales qu'on nous a fait croire n'étaient pas valables. Par contre, d'autres choses sont très intéressantes. Et en particulier, puis, ce qu'on voit, c'est que l'international terroriste est justement international. Il était basé d'un point de vue géographique et logistique sur Paris, et il était fondé surtout sur une structure qui était la structure de l'international trotskiste, laquelle international trotskiste était couverte à niveau international non seulement par des gouvernements qui étaient particuliers. Par exemple, en France, c'était la droite qui les couvrait, c'était pas la gauche. C'était couvert beaucoup par la commission trilatérale de Kissinger,
Et autre chose, bon, on va découvrir que d'après l'arrivée de Staline en Russie et la défaite de Trotsky et des trotskistes, les trotskistes ont quand même trouvé beaucoup d'appui dans l'Occident. Ils se sont retrouvés à l'OTAN, ils se sont retrouvés en Amérique, ils se sont retrouvés dans les places financières, etc. Et finalement, pour expliquer bien la mentalité qui a pu entamer tout ceci, je reprends un parti, un interrogatoire d'un des chefs trotskistes par le commissaire politique stalinien Rakovski, qui a déjà été publié en France et qui explique carrément en fait la mentalité et qui pour nous expliquer aussi quelque chose qui est très, pour moi, est épatant. Aujourd'hui, par exemple, dans les différents modèles qu'on contrapose le modèle occidental et les modèles, disons, russes, il est évident que, comme il dit Bukowski, non seulement l'Union européenne, mais surtout l'Amérique et les États-Unis, c'est le communisme, et que plutôt c'est la Russie qui est le nationalisme. Pourquoi c'est le communisme? Parce qu'en fait, le vrai communisme, on peut aller après discuter, parce que je me suis mis à relire Marx et Engels, donc je pense que c'est exactement ceci. C'est exactement ce que Bukowski explique quand il parle du trotskisme. Donc il dit, le communisme, finalement, c'est l'autre finance. Trotsky avait dit en 1921, nous, les Comintern, donc nous, l'internationale communiste, nous sommes des réactionnaires par rapport à la City. Et en fait, si on va voir même avant la révolution bolchevique, tout de suite avant, on voit tous les gens qui ont financé, armé la révolution bolchevique, ceux qui ont donné l'argent à Lénine, mais surtout ceux qui ont donné l'argent à Trotsky, ce sont les mêmes en fait, qui sont exactement la même mentalité, même les mêmes banques et même la même logique de ceux qui ont fait la guerre en Irak, par exemple. Voilà. Donc, je crois que l'importance du livre, à part le fait de rendre un parti justice à ceux qui, comme moi, ont toujours dû se battre contre un fantasme absurde, parce qu'on a toujours raconté, on a toujours parlé de ce massacre fasciste, alors que si on regarde bien dans l'histoire, on peut accuser à tort ou à raison le fascisme de tout n'importe quel crime, mais il n'y a jamais eu un attentat à la bombe. Nulle part, alors que on ne peut pas dire la même chose par d'autres traditions, mais à part le fait de pouvoir démontrer de faire un minimum de justice au moins historique, l'important c'est de comprendre quelle est la structure mentale qui est derrière, quelle est la structure de pouvoir qui est derrière, et comment elle est toujours vivante actuellement. Elle a beaucoup moins besoin de créer la terreur par des bombes, alors qu'il le fait souvent dans d'autres pays, parce que aujourd'hui c'est tellement facile d'obtenir le même résultat avec 3 mots à la télé, donc c'est simplement à cause de ça qu'à la limite qu'il y a beaucoup moins de massacres, mais tous ceux qui ont toujours bougé vers cette stratégie d'attention, ceux qui l'ont imposé, ceux qui ont massacré, etc., restent toujours au pouvoir, et leur mentalité est exactement la même, et ils continuent de faire ceci. Et par exemple, dans tous les pays où il y a un peu moins de contrôle, où le contrôle fuit un peu, où la société est un peu plus archaïque, on voit que les mêmes logiques se répètent. Par exemple, en Grèce, dernièrement, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Mais l'important, je pense que ce soit de faire un discours sur la stratégie d'attention aujourd'hui, je crois, non, Michel? Oui, alors, donc, je vais être bref pour qu'on ait beaucoup de temps pour les échanges avec la salle, comme l'a été Gabriele. Donc, en fait, pour reprendre l'histoire du livre en question, Orchestre Rouge, donc j'ai été contacté pour faire la préface du livre. Alors, moi, ça m'intéressait, j'ai dit oui tout de suite, pas tellement, honnêtement, à cause de l'histoire du fascisme italien, du post-fascisme en Italie, etc., parce que, bon, moi, je suis né en 1968, je vis en 2014. En France, pour moi, le fascisme, c'est une technique de spectacularisation des processus de construction d'une certaine phase de l'État à un certain moment de son développement tel qu'il doit exister pour les intérêts d'un capitalisme qui n'est pas encore transnational. Ça a existé, c'est de l'histoire, c'est pas un sujet en soi, honnêtement, pour moi.
Mais je comprends très bien que pour un Italien, et pour un Italien de la génération de Gabriele Adinolfi, c'est un sujet. Bon, pour moi, en soi, le fascisme aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose. C'est pas une catégorie qui m'intéresse. En revanche, ce qui est intéressant, c'est la notion de stratégie de l'attention et de s'intéresser à l'histoire de l'Italie telle qu'elle s'est déroulée entre la fin des années 60 et le début des années 80, parce qu'il se trouve que il se pourrait bien que le passé italien soit en partie le miroir, malheureusement, de notre avenir. Alors bien sûr, comparaison n'est pas raison. Sous l'angle technique, la façon dont on déploie aujourd'hui une stratégie de l'attention n'est plus du tout la façon dont on l'a déployée il y a 40 ans, mais il y a un certain nombre d'isomorphies qui sont assez frappantes. En fait, qu'est-ce que c'est l'Italie des années 70? Si on la regarde, je dirais d'un point de vue technique. C'est un faux État souverain qui a été mis en place en 1945 par les vainqueurs. Il y a eu une sorte de petit Yalta interne qui a été construit. On a décidé qu'on laisserait au Parti communiste italien des zones, en quelque sorte, dans la société italienne pour qu'il puisse exercer une mainmise sur le prolétariat italien, en échange de quoi il n'est pas associé à la gestion du pays, qui est dans la sphère anglo-saxonne, mais il est toléré. Et puis, on a une structure de contrôle qui a été mise en place par les vainqueurs, où on a en quelque sorte laissé croire au peuple italien qu'il continuait à avoir un État souverain, ce qui n'était absolument pas le cas. Et cette structure de contrôle est faite par l'alliance de divers réseaux, certains financiers, d'autres politiques, mais aussi, en grande partie, tout simplement mafieux, criminels. Bon. Donc c'est un pays, l'Italie des années 70, qui est un pays de fausse souveraineté, ce qui est une situation différente de celle qui était celle à l'époque de la France. La France à l'époque était un pays de souveraineté limitée, mais réelle. C'était une souveraineté limitée. On a bien vu très vite quand De Gaulle a voulu aller un peu trop loin, qu'on l'a rappelé à l'ordre et puis qu'on s'est arrangé pour mettre Pompidou à la place. Mais il y avait tout de même une certaine souveraineté française. Bon. Là, ce qui est en train de nous arriver à nous aujourd'hui en ce moment en France, c'est que nous sommes en train de passer du statut de pays à souveraineté limitée au statut de pays à fausse souveraineté. En fait, on est en train de rejoindre l'Italie dans le club des pays qui ont l'impression de continuer à exister, qui ont l'impression de continuer à avoir une vie démocratique, qui ont l'impression de continuer à avoir un gouvernement qui peut prendre des décisions, mais qui en réalité ne sont plus qu'un des faux nés des vrais pouvoirs qui se situent à l'échelle transnationale. Donc c'est une première isomorphie qui apparaît. Il y en a une deuxième, c'est que l'Italie des années 70 posait un problème aux gens qui, à l'échelle transnationale, opéraient ce contrôle. Alors je ne sais pas si les gens en question, c'était la commission trilatérale, le groupe Bilderberg, il y a plusieurs réseaux qui interagissent, on a du mal à savoir exactement où se situe le pouvoir. Moi j'ai tendance à penser qu'il va naturellement là où se trouve la plus grande concentration du capital, parce que je pense que, en dernière analyse, c'est la détention du capital qui, dans nos sociétés, décide de où est le pouvoir. Bon. Donc peut-être que la commission trilatérale elle-même n'est qu'un instrument de coordination parmi d'autres. Bref. En tout cas, l'Italie leur posait un problème aux gens qui opéraient ce contrôle et aux gens qui l'opéraient de façon concrète pour le compte donc des vrais pouvoirs, en particulier donc on peut dire les centrales de renseignement, la CIA principalement. Elle leur posait un problème parce que les structures de contrôle qui avaient été mises en place en Italie, donc dans les années 45-50, et qui étaient adaptées à la société italienne de l'époque, ne l'étaient plus dans les années 70. Il fallait faire avancer l'Italie, qui avait changé de nature, vers des structures de contrôle plus proches de celles qui avaient été incubées en République fédérale d'Allemagne, avec une gauche social-démocrate totalement intégrée dans le système,
et une droite libérale qui finalement, à la fin, devient presque moins intéressante du point de vue des réseaux du pouvoir transnational que la gauche social-démocrate, qui devient presque le parti principal de domination, le relais principal de domination. Donc il fallait gérer cette transition. Bon, et on sait comment ça s'est fait visiblement, entre autres choses, par une stratégie de la tension. Une troisième isomorphie qui apparaît, c'est l'existence dans le pays d'un parti qui est en tout cas, en apparence, très lié à la principale alternative géostratégique officiellement présentée comme étant vraiment une alternative, un adversaire, voire un ennemi. Dans l'Italie des années 70, c'était le PCI. Dans la France d'aujourd'hui, c'est le Front National. Alors, dans quelle mesure faut-il voir dans la Russie de Poutine l'héritière de l'URSS de Brejnev? Ça, c'est un grand débat. Dans quelle mesure peut-on parler vraiment d'opposition simple entre ce qu'était l'URSS de Brejnev et ce qu'étaient les États-Unis de Nixon, ou entre ce qu'est la Russie de Poutine et ce que sont les États-Unis d'Obama? Ça aussi, tout ça, ce sont des débats. Les camps ne sont pas fixes, les points de focalisation autour desquels on organise notre réflexion ne doivent pas, devenir trop fixes dans notre esprit. Mais en fait, tout de même, il y a un moment où ces oppositions sont réelles. Il y a des frontières à tracer, au moins, entre des pôles de puissance qui peuvent être rivaux. Là, en ce moment, à l'heure où on parle, on voit bien que la définition de ces frontières entre la Russie soutenue en arrière-plan par la Chine et les États-Unis et leurs annexes européennes, la définition de ces frontières est difficile. Il se passe beaucoup de choses en Ukraine. On sait ce qui s'est passé en Syrie ces dernières années. Et dans ce contexte-là, donc, qui ressemble un peu à une sorte de nouvelle guerre froide, on voit que le Front National français est quand même un parti qui semble de plus en plus être le représentant en France de l'alternative géostratégique russe. Bon. Donc ça fait beaucoup d'isomorphie entre la situation française actuelle et la situation de l'Italie des années 70. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les choses vont se passer de la même façon. Encore une fois, comparaison n'est pas toujours raison, l'époque a changé, les instruments qui permettent de gérer les transitions sont aujourd'hui beaucoup plus immatériels, ils s'adressent à des sociétés qui sont différentes par leur imprégnation par le virtuel, qui sont différentes aussi par le niveau de violence qu'il faut y déployer pour créer de la tension. C'est-à-dire que dans l'Italie des années 70, pour créer de la tension, il fallait des dizaines de morts dans un attentat. Aujourd'hui, pour créer de la tension, finalement, effectivement, il faut plus grand-chose. La société est devenue tellement, j'ai envie de dire, sans qu'on y voit quoi que ce soit de péjoratif, mais tellement féminisée, qu'il suffit d'un très faible niveau de violence pour obtenir certains résultats en termes de psychologie sociale. Bon, donc les choses ne se passeront pas forcément de la même façon. Mais enfin, ça m'a paru intéressant quand même, effectivement, que les gens en France aujourd'hui connaissent l'expérience de quelqu'un comme M. Adinolfi, connaissent le trajet qui a été le sien et son discours sur les années de plomb en Italie, qui permet de comprendre à quel point une stratégie de l'attention peut en cacher d'autres, à quel point ça peut être complexe, et à quel point les vraies forces agissantes ne sont pas celles qu'on perçoit en général. Là, en ce moment, par exemple, en Ukraine, il y a certainement des pauvres gars qui sont en train de se faire trouer la peau en croyant qu'ils se battent pour l'Ukraine. Voilà, bon. Alors, ça me paraît intéressant, d'autant plus que j'ai remarqué que, forcément, comme j'ai écrit quelques bouquins, comme j'ai tenu un blog à un moment, j'ai pas mal de gens qui me connaissent, qui m'écrivent, avec qui je discute, et j'ai remarqué une sorte de discours qui revient de plus en plus,
et qui revient surtout chez les jeunes hommes nés, on va dire, après 1980. C'est un discours très simple et tout à fait compréhensible. En gros, au-delà de tous les blablas qu'on nous raconte sur la montée du populisme, vous prenez quelqu'un qui ne connaîtrait pas le pays et qui regarderait les médias français, croirait qu'il y a des hordes de chemises brunes qui défilent dans les rues. Hein, bon. Voilà. Au-delà de ce genre de délire, la réalité de la France d'aujourd'hui, c'est que les jeunes mecs nés après 80 disent « quand on est né après 1980, on n'a pas d'avenir et c'est insupportable ». Parce que, tout simplement, il y a un gros conflit générationnel qui est latent. Il y a une génération qui a capté le pouvoir, qui a capté la richesse. Bien entendu, les individus qui composent cette génération ne sont pas en cause, hein, c'est pas d'eux qu'il s'agit, ce sont des dynamiques collectives. Cette génération, c'est le baby-boom. Et les jeunes mecs nés après 80 le supportent de moins en moins, ils se rendent compte qu'ils sont étouffés, privés d'avenir, dans un système qui est capté par cette génération. Et ils sont très énervés, et souvent le discours s'accompagne aussi de constats du genre, mais finalement, qu'est-ce qui va nous arrêter, qu'est-ce qui va nous empêcher si jamais on se révolte? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout, est-ce qu'il y a tant que ça de CRS qui sont vraiment prêts à risquer leur peau éventuellement si jamais les choses deviennent très tendues pour sauver la mise à François Hollande, Monsieur Cahuzac et compagnie, je sais pas. Hein, je sais pas ce qui se passe sous les casques dans les barrages de CRS. À mon avis, c'est quand même, les mecs qui sont intelligents maintenant, ils sont beaucoup plus formés. Il y en a beaucoup qui ont fait des études supérieures. Ils doivent quand même se demander un peu ce qu'ils font là et exactement. Bon, donc c'est vrai qu'il y a une tentation de se dire, bah finalement, il n'y a qu'à pousser. Le barrage de CRS, il va tomber, et qu'est-ce qui nous arrêtera après? Rien, je veux dire, le courage physique de François Hollande, bon. Sauf que l'expérience de quelqu'un comme Gabriele Adinolfi montre que c'est un peu plus compliqué que ça, que la barrière de CRS, ça c'est rien, à la limite ça fait partie du spectacle. Les vraies procédures de contrôle, elles sont ailleurs, elles se jouent à un autre niveau, et il faut les situer par rapport aux problématiques internationales, par rapport aux forces transnationales qui peuvent en ce moment regarder la France et se dire, voyons, alors, donc en Syrie ça s'est passé comme ça, en Ukraine ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il fait là, Orban là, il travaille avec les Russes pour ces histoires d'énergie là. Ah ouais, tiens donc. Ah bon, donc Madame Le Pen là, elle a été reçue quand même à la Douma, et pas par un obscur député venu du fin fond de la Kirghizie ou je ne sais quoi, non. Bon, donc il faut avoir en tête comment ces gens peuvent voir les choses, et bon, aller au contact éventuellement pour tester un peu, pour former des militants, oui, mais il faut bien avoir en tête aussi tout ce que ça peut enclencher derrière. Voilà. J'ai fini mon introduction, et à moins que... Oui. Quelques petites considérations sur ce que tu viens de dire. Je suis globalement d'accord, presque sur tout, pas sur tout à 100%, mais enfin c'est rare que je suis d'accord presque sur tout, donc c'est déjà beaucoup. Je voulais faire quelques petites considérations. Bon, d'abord, mise à point, quand je parle de la trilatérale, justement, je suis d'accord, ce n'est pas que la trilatérale se fait par de 11, 20, 25 entre hommes cagoulés qui décident de l'avenir du monde. Je le considère la trilatérale comme d'autres choses. J'ai eu cette formule comme un conseil d'administration comme du multinational, donc nous sommes plus ou moins d'accord là-dessus. Simplement, il faut rentrer dans un moment de l'histoire. Le moment de l'histoire, c'est début des années 70. Alors, début des années 70, c'est l'avènement de la commission trilatérale avec avec une stratégie particulière dans laquelle on remaniait la face du monde, et qui était la stratégie particulière qui allait beaucoup plus dans le sens des multinationales et beaucoup plus dans le sens de la finance. Donc il était carrément celui gagnant. Mais c'était contraire à un grand parti contraire à la politique
jusqu'à ce moment-là, mené par les États-Unis. Donc c'est le grand moment où il y a le grand clash entre Kissinger et Nixon, qui se termine par Nixon qui est mis en impeachment, Kissinger qui fait passer par fort de la première, enfin la deuxième administration trilatérale du monde, parce que la première c'est celle de Giscard d'Estaing, et qui remanie toute la façade de la Méditerranée, par exemple, ou de l'Europe. C'est la chute de Portugal, du régime portugais, c'est la chute du régime grec, c'est l'avancée du Parti communiste italien en Italie, et c'est quand même l'effacement réel du gaullisme, même façon Pompidou, c'est le passage du gaullisme au libéralisme. Donc, ces moments-là, je pense qu'il y avait un parti trilatéral qui était gagnant. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Premier élément. Deuxième élément, il faut ajouter, alors je suis tout à fait d'accord avec ce genre de raisonnements qui sont, on pourrait dire, structurels et matériaux d'une certaine manière, qui expliquent la réalité, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vont toujours avec. Alors, par exemple, il ne faut pas oublier un élément important, c'est que dans la tête du système occidental, c'est-à-dire les États-Unis, il y a eu entre 1960 et 1961 pratiquement la prise de contrôle sur tout ce qui était l'essentiel de la part de la CIA, qui a battu par exemple l'FBI, qui a éliminé le macartisme. Alors la CIA, contrairement à ce qu'on a toujours raconté, il faut voir qu'est-ce que c'était. La CIA, c'était les produits de l'OSS, c'est-à-dire les services militaires, secrets militaires créés pour la guerre, et qui avaient été engagés par principe dans les universités et dans les milieux de radicaux de gauche des universités. Les agents de la CIA s'étaient battus très souvent militairement, coude à coude, avec les partisans communistes, en particulier en Italie, et donc le discours de la CIA depuis toujours avait été celui d'essayer de ramener les partis communistes italiens vers le gouvernement, et probablement même d'autres partis communistes. Et c'est officiel, parce que même dans toutes les dépêches de la CIA, ils continuent d'expliquer depuis 1964, ils essayent d'expliquer au Pentagone et au gouvernement américain qu'il faut faire rentrer les communistes au gouvernement. Et encore, je pense que c'est une idéologie qui n'est pas que celle de la CIA, je pense que c'est l'idéologie de la haute finance, parce qu'en fait, je pense que la haute finance, elle est essentiellement, foncièrement, et immanquablement communiste, dans le sens réel du communisme, pas le socialisme appliqué par Staline, etc., mais ce qui est vraiment l'idéologie, de ce qui sont l'essentiel de l'idéologie Marx-Engels, ajouté à laquelle on peut ajouter du Jung, du Reich, du Freud, quelque chose comme ceci. Alors, autre élément important, c'est que Michel a parlé justement de la souveraineté limitée ou de la fausse souveraineté. Donc, alors, et c'est important et pour l'époque et pour le parallèle. En fait, en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? En Italie, où il n'y avait pas une vraie souveraineté, certaines milliers qui étaient de la droite du Parti socialiste et de la gauche de la démocratie chrétienne, c'est un peu compliqué là en Italie, ils ont essayé de jouer un rôle pour récupérer un minimum d'importance diplomatique, financière et énergétique italienne dans la Méditerranée. Alors, ils ont joué la carte américaine contre les Anglais, les Français, les Israéliens. On parle de Suez 1956, etc. Et cela a apporté aussi tout un ensemble de guerres intestines, parce qu'en fait, quand la stratégie d'attention a bien plu, si l'on veut, à Kissinger, a bien plu aux communistes, etc., ils y sont rentrés aussi, parce qu'il n'y avait pas un État qui bouglait, ils sont rentrés aussi dedans pour des guerres parallèles, les Français, les Anglais, surtout les Israéliens. Les Israéliens qui ont expliqué aux Brigades Rouges, il faut raconter ça, un des chefs de Brigade Rouge raconte le premier contact que les Mossad tiennent avec les Brigades Rouges, et qui continuera après à être très important sur les assassinats, sur le terrorisme en Italie. Donc ils se présentent, vont voir le chef de Brigade Rouge et lui disent: voilà, ça c'est la liste des infiltrés des carabiniers, c'est-à-dire des gendarmes dans vos files. Ça c'est l'adresse d'une personne qui vous a trahi. On vous donne des armes, on vous donne de l'argent. Faites ce que vous voulez. Et les autres disent: mais comment? Pourquoi? Ils leur répondent, c'est parce que pour notre intérêt, le seul pays stable de la Méditerranée doit être Israël, donc faites le bordel que vous voulez. Les chefs de la Brigade Rouge refusent.
Un an après, ils sont arrêtés. Je ne dis pas qu'il y a rapport de cause-effet, mais il y a un rapport de cause-effet sur le fait qu'un autre chef de brigade rouge n'est pas arrêté. C'est celui qui a passé l'accord. Et bon, donc il y a beaucoup d'éléments là-dessus. Alors ça, quand on parle de l'histoire. Quand on parle de la réalité, justement, je vais essayer de faire un parallèle. Je suis déjà d'accord que les gens qui se font tuer en Ukraine, finalement, ils ne se battent pas pour l'Ukraine, mais c'est vrai et c'est faux en même temps. Comme c'était vrai et c'était faux en même temps, par exemple, que les terroristes rouges qui essayaient de faire la révolution le faisaient pour la haute finance, ils le faisaient aussi pour eux-mêmes. Donc je veux dire, c'est un ensemble de choses qui est très 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 complexe et très compliqué. Il faut dire par contre, si on regarde aujourd'hui la situation, alors il y a des des oppositions un peu partout en Europe, Est et Ouest, des oppositions qu'on appelle populistes. Bon. Alors, c'est comme par hasard, les oppositions populistes à l'Ouest sont contre l'Union européenne et à l'Est sont pour l'Union européenne. Alors, pourquoi? Parce que, simplement, d'après moi, l'intérêt foncier, c'est que l'Europe n'arrive pas à être vraiment faite, ça doit être faite à moitié, et surtout, c'est d'empêcher que le quart de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue économique et d'un point de vue géographique, et grâce aussi aux relations particulières qui tiennent à l'Est, puisse faire de locomoteur pour nous permettre d'avoir une réalité européenne. Alors, on attaque d'une certaine manière l'Allemagne et par des spéculations sur l'euro qui contraint l'Allemagne à tenir de politiques de rigueur et la mettre contre l'Europe du Sud et de l'Ouest, et contre l'Allemagne en le mettant en porte-à-feu en Ukraine, etc. Donc c'est pour casser l'éventuel axe qu'on avait parlé à l'époque de l'axe Paris-Berlin-Moscou. Paris, je vois beaucoup moins maintenant, mais bon, c'est pour casser ceci, d'après moi. Et donc il y a quand même l'importance, je pense, les clivages comme à l'époque. Alors, à l'époque, évidemment, quelqu'un qui voulait se battre pour la souveraineté nationale italienne n'avait aucune chance. Quelqu'un qui voulait se mettre, aux ordres carrément des intérêts américains ou anglais ou soviétiques, était un pur et simple valet. Quelqu'un qui voulait travailler, par exemple, pour tenir pour une certaine puissance par des relations avec d'autres puissances, etc., avait des chances. Et effectivement, ceux qui ont essayé ceci, ils se sont fait presque tous tuer, parce qu'ils n'étaient pas forts, mais au moins ils allaient dans la bonne direction. Donc je pense que, même l'histoire, le clivage entre souverainisme et fédéralisme, les fédéralistes, les eurofédéralistes d'un côté et les souverainistes de l'autre, c'est un faux clivage. C'est-à-dire il faut passer le cap et trouver une solution beaucoup plus intéressante. Et finalement, dernière conclusion, je répète, je suis tout à fait d'accord avec la logique, l'analyse structurelle, mais je pense que l'économie, la sociologie, la psychologie vont avec d'autres choses aussi, vont avec la métaphysique, vont avec le symbole, vont avec des choses qui forment un tout. Et en fait, c'est vrai que la jeunesse qui est née dans les derniers, les gens qui sont nés à partir de 1980 se disent qu'ils n'ont pas d'avenir. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir parce qu'ils n'ont pas de passé. Justement, on efface le passé, on déforme le passé, on élimine l'avenir, on est toujours dans un éternel présent qui psychologiquement est dans un éternel absent. Donc en fait, il y a un élément de robotisation presque imaginaire qui joue là-dessus, que je trouve que c'est très significatif. Et je pense que c'est surtout par le réveil de soi-même à niveau de conscience qu'on peut après essayer de recoudre les choses, de mettre ensemble les éléments, parce que autrement on ne peut que faire l'analyse et les bilans jour par jour de dégâts qui seront de plus en plus forts.
Et je pense quand même que face à des guerres qui seront de plus en plus fortes, là je rejoins un petit peu Junger et beaucoup plus Nietzsche, ce sont souvent les gens qui n'ont pas, qui sont libres de leurs besoins, qui sont capables de vivre la réalité d'une autre manière et peut-être même de la changer, parfois même sans besoin d'agir particulièrement.